Bonjour à tous et à toutes et bonjour Léa. Bonjour Alénis, bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Ça va étonnamment bien pour un mi-novembre. Donc je ne sais pas ce que j'ai pris ce matin. Je ne sais pas quelle drogue j'ai ingérée malencontreusement, mais je ne veux pas que ça se termine. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief de la série de Mike Flanagan, La chute de la maison Usher, série en 8 épisodes, disponible sur Netflix, avec un casting que l'on retrouve dans ses autres films et ses autres séries, une série adaptée de la nouvelle fantastique d'Edgar Allan Poe du même nom, lu et connu ni par moi ni par Léa, puisque on voulait pas se faire spoiler la fin de la série. Donc on attendait d'avoir au moins fini ce débrief ensemble pour peut-être plonger dedans. Nous avons décortiqué ensemble déjà les 4 premiers épisodes de La chute de la maison Usher. Bravo à nous, j'ai envie de dire. Petit trophée gagnant, effectivement. Après, c'est très agréable. Donc, bon, c'est pas une épreuve herculéenne, hein, soyons clairs, mais tout de même, ça force un petit clap-clap. Tout à fait. Et donc on arrive au 5e épisode, le cœur révélateur. On a déjà passé la moitié de la série, enfin on a déjà Mhm. regardé plus de la moitié de la série. Et juste pour vous prévenir que nous avons déjà bien décortiqué les épisodes précédents, donc nous risquons de les spoiler à nouveau. Et bien sûr, de spoiler à fond la caisse cet épisode 5. Donc si vous n'avez pas encore regardé ces épisodes-là, peut-être ne nous écoutez pas tout de suite, mais vous faites bien comme vous voulez. Donc voilà, vous êtes de grandes personnes. Mais vous revenez après, quoi. Oui, bien sûr. Ah non, mais Parce qu'il ça, nous faut des... il nous faut des écoutes. Donc, vous êtes gentils. Vous faites d'abord les étapes, hein. Donc, étape 1, on regarde. Étape 2, on nous écoute. Merci. Sans vouloir vous commander. non, bien sûr, pas du tout. Alors peut-être qu'avant de vous proposer un nouveau petit previously très court, Oh, oui. on va vous laisser avec le générique et on se retrouve juste après. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, previously on la chute de la maison Usher débriefée par Léa et Alénis. Dans l'épisode précédent, donc, Léo est parti adopter un nouveau chat noir pour remplacer plutôt le chat de son compagnon Jules qu'il pense avoir poignardé. Surprise, il est le seul à voir ce fameux nouveau chat noir qui ne cesse de lui sauter dessus et de l'agresser. Léo finit par casser tous les murs de son appartement avant de sauter par-dessus la balustrade en pensant décapiter le chat, mais malheureusement, il finit écrabouillé par terre à côté de sa belle voiture jaune. En parallèle de ça, le père Usher continue de perdre la boule. Victorine avance les tests de son cœur bionique sur l'être humain sans en parler à sa femme et collègue Ali, qui est la chirurgienne de leur duo. Fred tente de comprendre ce que sa femme faisait dans une soirée orgie organisée par son petit frère. On avait également évoqué des hypothèses concernant les 7 péchés capitaux, mais j'avoue que je suis de plus en plus perdue pour les derniers frères et sœurs. On avait parlé de la luxure pour Prospero, de la jalousie pour Camille, de la colère pour Napoléon. Pour Victorine, personnellement, j'arrive pas vraiment à déceler ce que ça peut être. Je sais pas si toi t'avais des idées là-dessus, Léa, ou pas, mais À défaut d'autres défauts, mm. justement, je suis partie sur l'orgueil. Ouais. Fait- Voilà. mm, Parce qu'elle reconnaît pas ses torts, elle plonge dans sa bêtise. Et elle avait déjà un complexe de supériorité et il est utilisé à plusieurs occurrences dans cet épisode. ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Mais alors, comme il y a un côté un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde Oui, qu'on va voir se oui. développer au fur et à mesure, c'est vrai que l'orgueil, j'ai un peu l'impression que c'est ce qui regroupe un peu tous ces enfants. Donc, mais je suis d'accord avec toi, par élimination, c'est ce qui me semble le plus logique aussi. Donc, on va voir ça.
au cours de l'épisode. Donc cet épisode 5, le cœur révélateur, qui commence par un plan noir, des bruits de mouches ou de moucherons, et surtout des bruits d'une pompe Mhm. au tout début. Donc, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, il y a souvent, enfin, il me semble que ça l'a fait presque pour chaque épisode. Le bruit que l'on entend au tout début, c'est celui qu'on entend à la toute fin de l'épisode. Ouais. En tout cas, ça l'a fait pour Léo et pour les précédents aussi, je crois. Pour Camille aussi, avec les bruits de singes. Mm. Donc voilà, ça nous donne peut-être déjà une petite indication sur la fin de Victorine, finalement. Ce bruit de pompe est très rapidement accompagné d'une musique très entraînante qui se lance et qui suit le rythme de la pompe pour nous emmener au Nouvel An 1980 dans le bar de Verna qu'on a déjà vu dans les épisodes précédents. Est-ce Mm. que tu veux nous en parler un petit peu, Léa, s'il te plaît? Allons-y. Alors, on a donc Roderick qui est attablé au bar et qui regarde le corbeau empaillé au-dessus de lui, corbeau qui le surplombe. Donc, Roderick a l'air déjà un petit peu fasciné par la mort, fasciné par le glauque. Verna, donc déguisée en barmaid, vient à lui. Et ils ont une discussion justement sur la symbolique du corbeau. Donc, selon la mère de Roderick, qui était donc une bigote par excellence, c'était un symbole très négatif, hein, les suppôts de Satan, etc. Et Verna lui dit que ça dépend des histoires et que ça peut être aussi un signe de good fortune. Et ce qui est intéressant, c'est que fortune, tu peux le prendre dans les deux sens. Tu peux le prendre fortune pécuniaire, on va dire, Ouais. économique, et fortune, à savoir le sort, le destin. Et elle annonce justement un changement à venir pour Roderick et Madeleine via cette discussion sur le corbeau. Donc j'ai trouvé ça intéressant. De toute façon, il va y avoir un double discours hein, qu'elle va mener tout au long de ces flashbacks de ce nouvel an. On a, au moment où elle prononce hein, ce changement à venir, des lueurs rouges qui apparaissent sur le visage de Roderick parce que à l'extérieur du bar, on a donc les sirènes d'une voiture de police qui s'arrête juste devant le bar. Roderick et Madeleine s'échangent un regard un peu angoissé. Et enfin, en tout cas, via ce regard angoissé et via l'apparition des flics, on peut se dire logiquement que les deux ont commis un crime, puisque de toute façon, depuis le début de ce flashback, il y a l'histoire de se construire un alibi. Mm, tout à Donc fait. là, ça commence à à se préciser d'autant plus. Et en fait, la voiture de police part, ce qui leur laisse échapper un petit soupir de soulagement. Et ensuite, Madeleine donc revient au bar tandis que elle envoie Roderick sur la piste de danse parce que encore une fois, les deux doivent être vus. Il faut qu'il y ait suffisamment de témoins pour qu'ils ne soient pas inquiétés sur ce qui s'est passé cette nuit-là avant le décompte. Et on a un discours entre Verna et Madeleine un petit peu sur l'empowerment. Verna fait la remarque judicieuse et je pense que ça t'a fait très plaisir Bien sûr. de dire bah, heureusement qu'il vous a lui parce qu'il est incapable de prendre la moindre décision tout seul, globalement. Il ne peut pas s'en sortir. Et c'est intéressant parce que, elle relance un petit peu la question du vœu, de la résolution de cette année. Et elle propose à Madeleine une question toute bête. Entre la richesse et la célébrité, qu'est-ce que vous préfériez? Et Madeleine répond tout de suite la richesse. Et on sent bah, que c'est la pragmatique, mais ça fait quelque temps qu'on le sait. Mm. Tandis que Roderick, c'est vrai qu'on aurait plus tendance à l'imaginer choisir la célébrité, parce que jusqu'à présent, c'est plutôt lui qui est mis en avant dans l'Empire Fortunato. Et en plus de ça, avant de se lancer, enfin avant de reprendre l'entreprise familiale, il était poète. Donc moi, je verrais plus l'aspiration d'être célèbre pour un poète, pour un littéraire entre gros guillemets, Ouais. que la richesse. Et donc Madeleine, enfin, pendant le décompte, hein, les cinq dernières secondes, elle répond à la question de Verna sur sa résolution et elle dit deux choses.
elle ne veut pas d'homme qui la contrôle et elle veut vivre pour l'éternité. Tout On a à fait. encore cette thématique qui revient encore et encore. Et une fois que le décompte se termine, elles scellent leur contrat par un baiser. Donc Roderick embrasse une jeune fille à la combinaison formidable. Et Verna... Pardon. Et Verna embrasse Madeleine, une sorte de baiser du diable ou un contrat de Complètement. Faust. Enfin, voilà. Et c'est intéressant parce que Madeleine, jusqu'à preuve du contraire, comment dire, dans la temporalité actuelle, entre guillemets, on ne la voit pas avec un homme. Et c'est plus elle qui gère Fortunato dans l'ombre. Et bon, bah, pour ce qui est de la question de l'éternité, c'est devenu, oui, sa nouvelle quête, notamment par la création des bots, si je dis pas de bêtises. Ouais. Oui, oui, elle en parlait avec Lénore précédemment, Mm. ouais. Complètement. J'ai Donc beaucoup voilà. aimé cette scène, justement, ce parallèle entre la réaction de Roderick et la réaction de Madeleine. Mm, Effectivement, Madeleine, on l'a vite compris, mais c'est vraiment le cerveau du duo. mm. C'est la stratège, c'est the clever one, quoi. Presque. Camille aurait été une bonne Madeleine en devenir, presque. C'est vrai. Et d'ailleurs, le baiser qu'il y a entre Madeleine et Verna, c'est vraiment c'est esthétiquement assez joli parce qu'on voit Verna qui est recouverte qui est euh, alors ça se dit pas d'une lumière noire, mais justement la lumière est sur Madeleine et Verna elle est comme enfin elle est comme assombrie et Ouais. ça lui donne presque une silhouette un peu soit diabolique, soit de corbeau justement comme il a été question de ça précédemment. Tu dis que c'est un peu la métaphore de cette bonne ou mauvaise fortune qui va être donnée à Madeleine et j'ai trouvé ça assez chouette. Mhm. Et effectivement, Madeleine, depuis le début, enfin depuis qu'on l'a, dans les flashbacks où elle est plus jeune, on a bien compris qu'elle n'était pas trop intéressée par les hommes et au contraire qu'elle avait plutôt plus du mépris qu'autre chose pour eux. Et il va y avoir une autre scène plus tard que j'aime beaucoup, donc on en reparlera. Euh, Et après ça, si je dis pas de bêtises, du coup, le fait que Roderick embrasse l'inconnu du bar, ça nous renvoie sur l'entretien entre Dupin et Roderick. Ouais, parce que Dupin nous parle des conquêtes de Roderick en disant que ça a toujours été un homme à femme. La preuve, parce que au vu de sa descendance. Et c'est marrant parce que Dupin donc lui rappelle qu'il est là pour confesser, pour, oui, bah, pour Ouais, donner confessé, ouais. ouais, ouais, faire une confession sur ce qui s'est vraiment passé dans sa famille. Et j'ai trouvé que l'acteur qui joue Roderick a presque le sourire d'un enfant pris en faute sur le Mm. mot confession. J'ai trouvé vraiment le regard d'un petit gamin tout amusé par la notion, alors que bah, les scènes qui nous montrent ensuite sont loin d'être amusantes. C'est clair. Mais tu sens que le bonhomme, on est encore sur le capot niveau diabolisme. Il a une super tête, je trouve, cet acteur, hein. Parfois, il fait Ouais, des regards qui sont tellement expressifs, que ce soit quand il est, justement, quand il est très sûr de lui, comme dans ouais, ces scènes-là, ou au contraire, quand il perd un peu les pédales, je le trouve super bon. Ça se voit à son visage, quoi. C'est trop bien fait. ouais. Oh ben, je trouve que cet épisode, il y a vraiment des performances d'acteurs et actrices assez stupéfiantes. Complètement d'accord. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je sais qu'on a dit qu'on parlait pas trop des couleurs, mais Non, mais t'as raison. Parlons-en. mais quand même, alors j'ai remarqué que euh, dans les derniers épisodes, j'avais un peu zappé le mouchoir de poche de Dupin, et j'ai Oui. trouvé que dans ses plans, on le voyait, il était très mis en avant, et du coup, ce Mm, mouchoir qu'on avait déjà vu dans le premier épisode, qui est bleu et rouge, et avec un peu de recul, je me suis demandé à quel, comment dire, c'était les couleurs de quel personnage en gros. Et je me suis demandé ça parce que la semaine dernière, quand on parlait de l'épisode précédent, toi, Léa, tu nous as rappelé que il y avait pas mal de bleu autour de Jules, le compagnon mm. de Léo. Donc je me suis demandé si ça pouvait pas lui correspondre. Et le rouge, ça m'a fait penser d'abord à Juno, qui a toujours du rouge à lèvres rouge et qui a toujours des... Enfin, en tout cas, quand elle a des tenues un petit peu affriolantes, on va dire ça comme ça, c'était des tenues rouges aussi. C'est vrai. Ou, ou bien Annabelle Lee, puisque pour l'instant, on ne sait pas encore si ils se sont juste séparés, si elle est morte, on n'en sait rien. Donc, cette couleur rouge, je me demande si c'est pas l'une de ces deux femmes. Enfin voilà. Moi, je pense que la question reste encore ouverte pour ces deux couleurs, en tout cas. Ouais.
Tu pensais à Ouais, t'as quoi, toi, raison. comme couleur? Honnêtement, je sais pas trop. Quand tu as évoqué le fait qu'il pourrait se rapprocher de Jules, ça serait logique au sens où Dupin, on en sait très peu sur sa vie perso. Mais on sait il est en couple. Ils ont tous deux adopté des enfants. Je crois qu'ils Mm. en ont plusieurs, si je dis pas de bêtises. Et il paraît être le conjoint pareil, le conjoint assez protecteur, assez, comment dire, assez bien sous tout rapport. Donc ça pourrait se rapprocher de ça, mais je sais pas encore. Jusqu'à présent, j'ai quand même deux hypothèses qui se sont avérées nulles et non avenues. Donc Ouais, mais on a beaucoup d'hypothèses en même temps, hein. Franchement, c'est c'est dur de vrai. les... T'as raison. Mais bon, je ne me mouillerai pas là-dessus, du coup. Voilà. D'accord. J'attends de voir. Ensuite, on embraye sur la scène d'enterrement des trois premiers ou derniers enfants, ça dépend, ça dépend la façon dont on compte. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que par rapport à la scène initiale de la série, dès le premier épisode, là, on a une foule dans dans la... Dans Oh, bah zut, j'ai l'église? plus mes mots. Dans l'église, merci. Tandis que dans notre scène initiale, quand on enterre les trois derniers, il n'y a plus personne, si ce n'est Roderick et deux, trois clampins par-ci, par-là. Ouais. Et en plus de ça, dans cette scène de l'épisode 5, toute la famille Usher est sur le même banc, tandis que notre scène dans l'épisode 1, lorsqu'il reste plus personne, on a Roderick qui est avec Juno, si je dis pas de bêtises, et Madeleine dans un coin, Arthur dans un autre, et Lénore idem. Ouais. Donc Ils j'ai sont trouvé ça plus assez éparpillés, ouais, intéressant. c'est vrai. Ouais, parce que là, ils font encore bloc Mm. dans l'épisode 5 et en fait, plus ça va avancer, l'hécatombe, et moins ils vont faire face ensemble. Tout à fait. Et que dire? Ce qui est intéressant, c'est que là encore, donc le discours religieux fait un parallèle entre les hallucinations qu'a Roderick, puisque donc en pleine église, pardon, il voit le corps de Prospero qui le fixe et Mm. qui fait une confrontation. Et on voit aussi près de l'orgue le bonhomme déguisé en, alors pas en clown, mais peut-être en bouffon du roi. Oui, tout à fait. Et la question que je me pose depuis l'épisode précédent, c'est pourquoi Prospero revient autant? Parce que l'épisode précédent, quand Juno lui faisait la cour, il voyait déjà Prospero s'afficher devant lui. Là, c'est Ouais. pareil, hein, il voit Prospero d'abord, alors ensuite, lorsqu'il va se retourner, il va revoir ses trois enfants, mais Prospero est quand même bien accentué. Alors, je ne sais pourquoi. Est-ce que tu as une hypothèse, J'ai pas peut-être? d'hypothèse, mais je suis d'accord avec toi. Par contre, je trouve que c'est quand même le fantôme, entre guillemets, qu'on retrouve le plus et qui hante le plus Mm. Roderick. Euh, je saurais pas te dire, enfin, j'ai vraiment pas d'idée de pourquoi c'est lui. Je sais pas. Peut-être qu'on va l'apprendre plus tard. Est-ce que c'est parce que c'est le dernier enfant à être entré dans la famille et que ça aurait pu être évité? J'en sais vraiment, vraiment rien. Ouais. Je Est-ce peux pas qu'ils te sont dire. très fiers du maquillage et des prothèses? Ça Ouais. s'entendrait. Et du coup, ils veulent absolument nous le caser dans tous les plans, ce que j'entends. Mais expliquez-nous, donnez-nous une clé de lecture. Ouais. C'est peut-être aussi celui qui avait le plus de rancœur vis-à-vis de son père dès le début, Ouais. peut-être. Ah Et, oui. et donc, tu vois, je sais pas, peut-être, hein, c'est vraiment juste une hypothèse, mais en tout cas, oui, je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, cette scène où on voit le cadavre de Prospero, elle est assez, pardon, intéressante parce que Juno est donc à côté de Roderick. Mhm. Et elle le regarde avec inquiétude. Elle a l'air de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe pas normalement pour lui. Ouais. Et elle a un peu un regard qui fait des allers-retours entre le cadavre et Roderick. Alors, on peut supposer qu'en fait, le cadavre, elle le voit pas et que c'est derrière, c'est la scène. Mais Oui. voilà, j'ai été quand même un peu interloquée par rapport à sa réaction à elle. Est-ce que c'est juste de l'attention? Ou est-ce que, puisque elle est droguée au Ligodon, elle voit des trucs que Roderick voit aussi? Je sais pas. Voilà, je Mm. me pose la question. Ça s'entendrait, de fait. Mm. Il y a aussi Et les trois mères de ceux qui sont décédés ouais. qui sont présentes, qui sont toutes Mm. les trois sur le même banc, vraiment mises à l'écart. Ouais. C'est assez... bon, voilà, c'est gênant, quoi. C'est vraiment... Complètement. En plus, ce que je trouve d'autant plus gênant, c'est qu'à un moment, quand la messe est terminée,
Roderick, il semble s'approcher des mères pleureuses et on se dit, ah, il va avoir un petit geste peut-être face à ses mères. Et en fait, il chope Juno pour partir. Ouais. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que bon, ça montre que c'est un connard fini. Si jamais on en doutait depuis 4 épisodes, c'est maintenant fait. Mais au-delà du connard fini, j'ai l'impression que ce choix de pas aller les saluer provoque sa nouvelle hallucination, puisque Complètement. au moment où il part, il se retourne, il voit le cadavre de ses trois enfants qui le regardent, et ça fait presque une sorte de triptyque religieux, je trouve, la façon dont ils sont droits, raides devant leur pupitre. Carrément. Ça fait peur, hein, mais c'est bien. Donc, ça valide, à mon sens, l'hypothèse selon laquelle, oui, dès qu'il fait un mauvais choix, bah, ça se retourne contre lui sous la forme d'hallucinations plus ou moins violentes. Je suis 100% d'accord avec toi et ça va se confirmer encore un peu plus tard, mais il y a un Mm. peu cette idée de karma, quoi. À chaque fois Ouais. qu'il ment, en fait, ou qu'il se ment à lui-même, ou qu'il fait un mauvais choix, il y a quelque chose comme ça qui lui tombe dessus, et je trouve ça vraiment bien fait. Et en plus, en tant que spectateur, plus ça va, plus dès qu'il dit une phrase un peu où tu te dis, non, là, tu dis n'importe quoi, Roderick, tu sais qu'il y a quelque chose qui va apparaître forcément, Oui, c'est vrai. qui va lui tomber dessus, quoi. Tu sais pas quoi exactement, mais Mais ça arrive toujours. tout à fait. On a l'avocat Pym aussi qui dit à Jules ce qu'il doit dire publiquement. Donc Mm. il ne veut pas en parler parce que c'est trop. Enfin voilà. Enfin je sais plus les termes exacts, mais en gros Pym fait avec Jules ce qu'il fait avec tous les autres membres de la famille. Et ça montre à quel point ils n'ont aucune empathie pour entre guillemets les pièces rapportées, donc les conjoints ou les conjointes. Mm. Mais en même temps, ils n'ont déjà aucune empathie les uns vis-à-vis des autres. Donc, c'est pas illogique qu'ils en aient rien à foutre de l'ex-compagnon de Léo qui vient de perdre son mec, quoi. Ouais, complètement. Et c'est marrant parce que la scène qui embraye, c'était ce que tu attendais. Dans l'épisode précédent, tu m'avais Oui, dit. Et puis j'espère que les enfants, ils vont se réunir et qu'ils vont commencer à avoir peur parce qu'il y en a trois qui sont tombés. Bah, surprise! Ils se réunissent et ils ont peur. tout à fait. Oui, oui. Mais après, ils sont toujours tellement J'ai trouvé la scène orgueilleux. super. Ouais, 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 carrément. Oui, C'est ouais. Bah, si tu veux nous la décrire, et puis je rebondirai entre deux sur ce que j'ai noté, si tu veux. ouais, ça marche. Alors, déjà, j'ai trouvé le décor très chouette parce que, alors là, c'est vraiment, c'est la fun power qui parle, mais sur le sol, c'est les motifs de Twin Peaks. C'est vrai? J'adore. Ah, j'ai pas fait Oui, gaffe. et oui, j'ai trouvé ça trop bien. Et en plus, t'as Frédéric Cantre qui dit pas de barman. Et en fait, ça m'a tellement fait penser à Shining encore. Ce côté, on s'assoit devant le barman et en fait, tu sais pas si oui ou non ça va apparaître. Bon, le fait est que ça n'apparaît pas, mais je trouve ça marrant parce qu'encore une fois, Flanagan, il a réalisé la suite, à savoir Doctor Sleep. Donc, Mm. je sais pas, à chaque fois, je vois des petits parallèles sympas. J'ai noté Tamerlan m'éclate. Mais parce que Oh, vraiment, ah qu'est-ce ouais. qu'elle me fait rire? Alors, cyniquement, hein, mais ça fait du bien. Déjà, c'est celle qui textote pendant la cérémonie. Ouais, Tu sais, oh qui n'a là pas là. enlevé le vibreur sur ses touches. Ce genre de C'est personne-là. On vous entend, bordel! c'est clair. Et en plus de ça, ouais, enfin, elle va tout ramener encore une fois à elle, à son concept. Et c'est marrant parce que là encore, il y a cette thématique du trio qui revient encore et toujours. Mm, mm. Vic, de son côté, essaye de sauver sa peau et de créer un nouveau trio, de s'illustrer comme une enfant légitime Ouais, et de jeter les autres sous le train. Et Tamerlan, elle refuse complètement cette alliance. Elle lui dit non, non, mais cocotte, en fait, là, tu es en train de nous inclure tous les trois, mais soyons clairs, il y a deux enfants légitimes autour de cette table. c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que Vic nous dit, ah ouais, et puis de toute façon, les enfants Usher, en gros, les rejetons bâtards, ils avaient forcément un manque à combler. Donc Camille, c'était les infos. Prospero, il s'envoyait en l'air tout ce qu'il voulait. Et Napoléon, il voulait l'amour de ses fans. Et Tamerlan lui dit, mais toi aussi, Vic, t'as un vide en toi à combler, tu t'en rends pas compte, mais t'es du même acabit que tes frères et sœurs. Et elle parle d'un dad hole. Ouais. Et
c'est vrai que c'est marrant. Que Frédéric va répéter 2 fois en mode est-ce qu'on va vraiment utiliser ce terme? C'est ça, tu dois avoir un petit frisson d'horreur Ouais, sur son échine, c'est assez marrant. Et bah, il y a toute cette thématique. Enfin, au départ, ils se réunissent pour faire un plan pour essayer enfin, non pas de se souder, mais en tout cas de faire en sorte qu'il n'y ait pas une autre mort dans la famille Usher. Et en fait, c'est plutôt le prétexte pour que chacun déverse sa colère et comment dire, sa rancœur envers les autres. ouais, Parce que Vic, jalouse l'enfance dorée, entre guillemets, des enfants légitimes, elle évoque le fait qu'il y ait une hiérarchie, que évidemment, bah, eux deux, Tamerlan et Frédéric, ont vécu avec leur père. Il y avait Annabelle Lee qui était la sacro-sainte mère, la seule qui l'ait épousée, etc. Donc un contexte très légitime, tandis que les autres, c'était un peu les rejetons mm. qui grappillaient les miettes restantes. Alors, je sais pas si tu as compris la même chose que moi, mais moi j'ai compris que Victorine, c'était aussi la seule à avoir vécu avec sous le toit d'Annabelle Lee. Ah ouais? Bah, il me semble que... Attends, où est-ce que j'ai noté ça? Piou, piou, piou. Attends, je vais retrouver. Bah, je crois que c'est un de ses arguments pour dire au début qu'elle fait partie de ce trio, qu'elle a D'accord. vécu sous le toit avec Annabelle Lee. Mais peut-être que j'ai mal compris, hein, c'est pas impossible. Bah, c'est possible aussi que j'ai pas trop suivi ce moment-là, parce que en fait, je m'éclatais trop sur les répliques de Tamerlan. Ouais, ah oui, non, mais oui, elle est tellement drôle. Elle est Ah ouais. tellement premier degré, quoi. C'est terrible, elle a pas de filtre, quoi. Non, c'est C'est très ça. Elle a drôle. pas les codes. Et C'est moi, ça. j'aime bien ce genre de personnage. En fiction, hein, Oui, entendons-nous. c'est clair. D'ailleurs, Et ça m'a fait oui, penser, je rebondis juste sur le début, mais j'ai noté que ça me faisait vraiment penser à enfin, un des nombreux moments dans Succession, la série aussi sur les trois oui. gamins gosses de riches qui cherchent l'héritage du père. euh, Où ils sont incapables d'être tous les trois dans la même pièce parce qu'ils sont obligés de s'envoyer des pics ou se demander Mm. qui est le vrai chouchou du papounet. Et là, c'est vraiment ce qui se passe, quoi. C'est lequel va être le plus chouchou du papa, quoi. Ouais. Ils me font Ah, mais trop c'est rire. ça. C'est une dispute de gamins, hein. Complètement. C'est vrai. C'est des gens qui sont pétés de thunes, alors, qui pour le coup sont face à un vrai problème, à savoir la disparition progressive de leur lignée, mais qui sont incapables de mettre leur ego de côté pour Complètement. régler l'histoire. Donc c'est chaud. Et puis en plus, ça s'attaque, mais ça s'envoie des fions gratuits, quoi. Ouais. Vic, elle parle à Tamerlan en disant ben, occupe-toi de ton homéopathie pour hipster. Enfin, c'était drôle. Et c'est vrai qu'à un moment, elle évoque le fait que Gwyneth va lui. Enfin, en gros, elle va avoir ses avocats au cul. Et j'avais oublié que Gwyneth Paltrow, l'actrice, avait ce genre de délire à Ah vendre oui, des trucs improbables. Enfin, complètement. En mode gourou de la santé, mais avec c'est des ça. pseudosciences hyper étranges. Ah ouais, Enfin, l'enfer. Et c'est marrant parce que le discours de Vic termine par ah ben ouais, tiens, tu m'as démasqué, c'est moi, je fais tomber les ushers un par un, devine qui est la prochaine. mm, Et c'est il y a une certaine ironie tragique parce qu'en fait, la prochaine, c'est celle qui prononce ouais. cette dite phrase. Et je sais pas si ça t'a marqué aussi, mais la réaction de Tamerlan est hyper drôle. Genre, tu sais, Oui. elle se redresse un peu, elle est un peu premier degré, toujours en fait. C'est vraiment, elle me fait beaucoup rire. Et elle a vraiment ce côté un peu gamine pourri gâtée, quoi, depuis le début. Et Ouais, elle le joue très bien, je trouve, l'actrice. complètement. Et donc, bon, bah, la réunion familiale se passe pas comme prévu. Un Vic se barre. Ouais. Je crois que Euh, d'ailleurs, j'ai noté que c'était Fred qui. Fred, il reste plutôt en dehors de la confrontation entre oui. les deux sœurs. Et c'est un peu le premier à partir en voyant qu'en fait, il n'y a aucune discussion qui est possible entre eux trois. Donc, Mhm. il coupe court. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'il rate un truc, quoi. Enfin, vraiment. Mais bon. Tant pis, il en aura d'autres. Et ensuite, on passe à Lénore qui essaye de communiquer avec sa mère, Maury. Ah, alors, pardon, j'ai noté un dernier Ah truc. oui, vas-y, vas-y. Mais comme c'est l'épisode de Victorine, j'ai trouvé aussi qu'on voyait dans cette petite scène que on commence déjà à percevoir le double visage de Victorine Oui. avec celle qui essaye d'être douce et celle Mm, qui sort de ses gonds, quoi, qui se met en colère. Et parfois, elle a vraiment des transitions entre l'une et l'autre.
Et on va voir ça dans d'autres scènes aussi de l'épisode, mais je trouve que là, le début de quelque chose qu'on commence à Mm. percevoir. Voilà. Ouais, t'as raison. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc Lénore, ouais, essaye de communiquer avec sa maman via des questions où elle peut répondre oui en clignant 2 fois, non une fois. Et ce qui, ce qui est intéressant, c'est que Fred, il reste vachement en retrait. Et alors, son médecin donc, lui parle d'une guérison pardon, progressive, mais qu'il faut la maintenir dans le même environnement, il faut continuer à lui parler, etc. Et Fred, il freine des 4 fers. Pouf, Ouais. ça fait beaucoup de F en fait dans cette phrase. Ça ne va pas. Il nous parle même d'industry royalty, donc monsieur se sent plus pissé. Complètement. Et je trouve que là encore, on a son vrai visage qui se dévoile peu à peu. Pour moi, c'est le raté pour y gâter, quoi. C'est le mec qui a jamais rien su faire vraiment de ses 10 doigts, qui avait un héritage suffisamment confortable pour lui permettre d'avoir une vie suffisamment confortable, mais qui est pas à même de prendre des bonnes décisions, qui n'est pas rationnel, qui veut tout de suite. Enfin, grand enfant, quoi. Ouais, et puis Fred, je trouve qu'il incarne aussi ce côté. On apprend, je crois que plus petit, il était malade. Il incarne une forme de pitié, mais à la fois au sens noble et moins noble du Oui. terme. Quand il monte chez Léo, il est épuisé, alors qu'on bon, on sait pas combien de marches il a monté, mais voilà, il est vraiment. Il incarne un peu une forme de faiblesse, en fait, Mm. Fred, qui est assez intéressante et là, pour le coup, de plus en plus aussi une forme de méchanceté vis-à-vis de sa Ouais. femme, où on comprend que vraiment, il a très très mal pris le fait qu'elle soit partie dans cette soirée, et il a aucune empathie et aucune compassion pour elle, quoi. Non, c'est vrai. En plus, il annonce qu'il va, enfin, il va s'en occuper et il va lui créer une chambre, donc il la ramène à la maison. Et lorsqu'il lui annonce, Maureen, elle cligne des yeux une fois. Mm, mm. Sous-entendu, ben non, je veux pas partir et non, je veux pas rentrer à la maison parce que je pense qu'elle se doute un peu de ce Ouais, qui va lui arriver. c'est clair. Ouais, ouais. Ce truc de un clignement d'œil, et genre personne le relève, t'es en mode Ah. Hum, 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 hum. Après, on arrive donc dans la maison de Vic et Ali, avec Mhm. la musique en fond sonore Turn Around de Bonnie Tyler et son acolyte qui a chanté la chanson avec elle. J'ai noté que la chemise de Vic à ce moment-là est jaune et orange avec des motifs. Je trouve ça intéressant que ce soit vraiment le personnage qui est souvent plusieurs couleurs qui se mélangent, sachant Hum, qu'effectivement, il y a une forme de dualité dans sa personnalité qui va s'accentuer au fur et à mesure de l'épisode. mhm. On va comprendre pourquoi Vic est entouré de musique un peu plus tard dans l'épisode, mais ça commence dès maintenant. Euh, on assiste en fait à une dispute entre elle et sa compagne parce que elle n'a pas prévenu Al qu'elle avait trouvé une cobaye entre guillemets parce qu'elle c'est un peu comme ça qu'elle voit les choses pour son Ouais. test d'implant du cœur bionique là du cœur qui s'appelle je crois elle donne le nom plus tard c'est Hero Vesta ou un truc comme ça. Hero Vesta le Ouais. nom du prototype. Hum, hum. Et donc, bref, elles se disputent. Et en plus, on apprend que Vic a fait la même chose à Hal que l'ancien boss de Fortunato, donc Exactement. Griswald, Ouais, c'est ça, à Rufus. Rosrick, Ouais, c'est-à-dire falsifier des documents tout et à ajouter fait. le nom de Hal dessus. À la fin de leur dispute, Hal essaye de sortir. On voit uniquement Vic vite. Oh. Ah, c'est compliqué les phrases C'est avec la dur. même consonne dedans. C'est terrible. On voit uniquement Victorine qui jette un objet à travers la pièce et on a un noir. Mais j'ai quand même noté que dans cette scène, on voyait, enfin, le côté deux visages de Victorine s'accentue de plus en plus, quoi. Elle passe très vite de la douceur à la colère, Ouais. avec un peu le côté Usher qui ressort par moments où elle a cette forme de mépris et d'orgueil justement qui est très présent. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que je la comparais souvent à Victor Frankenstein, mais dans cette scène-là, il y a vraiment, comme tu l'as dit en intro, hein, c'est Jekyll et Dr. Jekyll et Mr. Hyde, hein, Ouais, à fond les ballons. Et c'est intéressant parce que elle passe effectivement du chantage très froid, sous-entendu, mais non, tu peux pas partir comme ça, il y a des règles,
au chantage affectif en disant ah non mais je peux pas, enfin tu peux pas me quitter, enfin reste là chérie, etc. À la colère la plus froide du monde. Et du côté d'Alice, il y a deux choses intéressantes. À un moment, elle nous dit mais je me fous que vous me mettiez en pièces. Parce qu'elle a encore l'ironie tragique, comme nous l'apportera la fin de l'épisode. C'est clair. Et elle les traite de monstres. Et c'est vrai qu'il y a un côté monstrueux chez eux, que ça soit du Frankenstein ou du Hyde. Il y a deux facettes de cette famille-là. Et Vic n'y échappe pas, loin s'en faut. Tout à fait. Après, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, au premier visionnage de l'épisode, j'ai été super déçue par la tournure de cette scène parce que quand bien même on ne voit, enfin la caméra coupe avant que qu'on voit sur quoi Vic a balancé son objet, ben, on sait. C'est-à-dire que si tu connais un minimum ce qu'a fait Flanagan, tu sais que Ouais, elle l'a pas lancé nulle part cet objet, elle l'a pas lancé au sol, elle l'a pas lancé vers elle. Donc tu te doutes qu'il y a quelque chose et je trouve ça vachement décevant parce que on a vite la bah, solution. c'est Enfin, ça. ouais, je suis Ouais, d'accord. ouais. Surtout que la transition après, alors elle peut nous aider à penser que Al est toujours là, mais je pense qu'une transition plus avec par exemple, le bruit d'une porte qui se claque Oui, aurait peut-être été, nous aurait mis plus dans la confusion en tout cas, tu vois, de se dire bah c'est ouais, bon, elle a pu sortir de la pièce. Enfin bon, exactement. voilà. Je Mais pensais à ça et même sans avoir enfin, le claquement de porte, ça aurait été génial, mais j'avais aussi pensé à un truc, comme de toute façon, tout cet épisode, c'est le déni de Victorine, ouais, qu'elle nous montre qu'on a une vision de Ali qui part, parce que de toute façon, sa mémoire est tronquée dans l'épisode. Donc en fait, complètement. là, je trouve que la narration peut tricher et nous montrer un souvenir qui n'est pas vrai, mais qu'elle a réécrit parce que le trauma, parce que devenir dingue. Et genre, enfin, tu vois, dans ce cas-là, ça me dérange pas que ça triche la mise en scène parce que le fait est que notre personnage est dans un état second, on est dans du fantastique, donc au pire, on a un souvenir qui est tronqué, mais ça fait partie du jeu. Le genre le permet. Tout à fait. Et ben je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est Mm. clair. Et je suis d'accord avec toi surtout pour le fait que du coup c'est un peu déceptif de se dire bon bah c'est bon enfin, j'ai à peu près compris ce qui a dû se produire quoi. Ouais. Donc ouais je trouve qu'il aurait pu aller plus loin pour vraiment nous mettre un peu plus dans la confusion que ça. Ouais, nous laisser une porte de sortie. Et là, ça manque. Carrément. Alors, après cette dispute avec Al, on se retrouve donc dans le bureau de Victorine où l'on retrouve beaucoup la couleur orange, marron clair, etc. Elle a elle-même un t-shirt jaune et une veste orange, donc encore une fois, on trouve un peu cet assortiment de deux couleurs qui nous rappelle aussi ce dédoublement un peu de sa personnalité en mode Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais. Elle commence à entendre un bruit. Alors, je crois que les premiers instants, elle laisse un message sur le téléphone de Hal en lui disant qu'elle est désolée, qu'elle essaye de la rappeler, etc., Tout à etc. fait. Elle commence à entendre un bruit de pompe, je ne saurais pas Mhm. trop comment le définir autrement, et pense que c'est l'alarme incendie qu'elle va donc enlever de son bureau. Comment dire, ensuite, Madeleine arrive dans son bureau. Elles discutent toutes les deux, je sais plus trop ce que j'ai. Ah oui, parce que Madeleine est intéressée par son objet mécanique, là, Hero Vesta, Mm. la pompe pour le cœur. Et du coup, ça m'a intrigué ce nom d'objet. Et du coup, j'ai vu que Hero, donc Eros, c'était enfin, au niveau de l'étymologie, ça renvoyait au demi-dieu et à celui qui protège et celui qui fait la guerre. Ouais. Donc il y a un peu cette ambivalence aussi. Et Vesta, ça vient de l'étymologie du foyer. Donc c'est marrant, enfin c'est un bon nom, je trouve, Ouais. marketingment. Celui qui protège le cœur qui est à l'intérieur du corps, enfin qui est un peu le centre du corps, quoi. Donc Ouais. j'ai très très bien joué Mike Flanagan. J'achète ce produit immédiatement. T'es sûr? Non, attends, bon, j'achète le nom, mais Ouais.
pas le meilleur investissement, si tu veux mon avis. Hein. C'est pas faux. Mais je suis un pigeon, Léa, tu le sais bien, moi, j'ai un joli truc avec une jolie étymologie. Bon, je me dis que ça va être... Et Vic n'arrive pas à écouter Madeleine à cause de ce bruit. Elle commence à être obsédée par le bruit, elle n'arrive pas à entendre ce que les gens lui disent. Donc voilà, j'ai pas noté grand-chose de plus sur cet échange. Je sais pas si tu avais d'autres trucs. Bah, pas grand-chose, hein, si ce n'est que, oui, tu l'as dit, c'est le bruit d'une pompe. Il y a un chuintement, en fait, qui se produit. J'ai mis, c'est comme le bruit que ferait une semelle sur une surface qui a été trop nettoyée. Il y a Hmm, une sorte de glissement, de son un peu aigu, un peu traînant, qui est ouais. assez angoissant, à mon sens. Hmm, J'aime hmm. pas trop beaucoup ça. Puis au premier visionnage, ça fait un peu même rongeur presque. Mais c'est Oui, trop régulier pour que ce soit vraiment un animal, mais il y a un côté un peu... exactement. Et j'aime beaucoup ça parce que tout ce qui passe par le son dans le cinéma d'horreur, c'est souvent des bruits hybrides entre animal et mécanique. hmm, Et là, ça dérange pas la règle. Donc, il y a un côté très mécanique parce que c'est un bruit régulier. Et de l'autre, ouais, tu as presque ce crissement, ce chuintement qui ferait animal. Donc, ouais. j'adore. J'adore parce que je déteste. Et ouais, c'est vrai que notre vie a des hallucinations sonores et ça prend le pas sur ce que lui dit Madeleine et ça va prendre le pas sur tout le reste en fait au long de Ouais. l'épisode. Ouais, Ouais, ensuite on a Dupin et Arthur qui sont dans le bureau du juge. Arthur toujours avec ses mots croisés. Cet homme est imperturbable. Il avait pas autre chose à foutre, genre sauver la galaxie, lui? Non, il fait ses mots croisés. Ah bah c'est... Il était entre le tournage du 7 et 8, c'est ça? C'est ça. C'est Cela dit, je trouve que ça lui va super bien ce rôle. Je trouve qu'il ouais, a la tête pour être Arthur Pym, tu vois. grave. Je trouve que ça... Voilà, il joue très très bien, ma foi. Oui, 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 Quand complètement. il n'est pas un Jedi, il fait très bien l'avocat du diable. C'est le taf, hein. Ben oui, ouais, ouais. Et c'est intéressant parce que Dupin, entre-temps, essaie de comprendre la motivation d'Arthur en disant, mais en gros, vous êtes l'homme le plus intelligent de la pièce, pourquoi vous travaillez encore pour les Ushers? Et Arthur lui rappelle que sans les Ushers, l'un comme l'autre ne serait pas ici. Donc, le passif, hein, tout ça, tout ça. Mm, mm. Et alors, j'ai trouvé ça... Au départ, je vois la scène et je me dis, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, parce que c'est juste une mise au point entre le juge et les deux avocats. Et au deuxième visionnage, déjà, j'ai remarqué que le plan est super symétrique. Mm. Entre Dupin, en fait, les plans sur Dupin, les plans sur Arthur sont construits pareil. Et alors, il y a des... Les éléments de décor sont les mêmes aussi, mais en miroir. Et en fait, l'un comme l'autre, ils ont une lampe allumée sur le côté, enfin, au niveau de leur épaule. Et ça fait presque le petit ange et le petit démon sur l'épaule. J'ai trouvé. C'est super drôle. Ben oui. Et en plus de ça, au moment où Dupin il est en train de perdre l'argument, parce que donc Dupin, lui, veut maintenir le procès, Arthur veut évidemment le délayer parce que, oh là là, ben, vous comprenez, tout le monde est en train de mourir, ça se fait pas. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que le juge commence à pencher sur la balance d'Arthur Mm. et la lumière de Dupin est toute terne. Et j'ai trouvé ça marrant parce que, ouais, il y a presque un côté, oui, au fur et à mesure qu'il perd, t'as la lumière qui s'éteint, comme s'il avait ouais, un temps de parole et que celui-là était arrivé à son terme. On voit un Et sourire satisfait aussi oui, apparaître sur le visage de Arthur Pym qui est rigolo, quoi. ouais, complètement. Et effectivement, il gagne, il gagne sa cause, hein, puisque donc le procès est une fois de plus délayé, malgré les preuves et puis a priori l'informateur qui. Et en fait, c'est intéressant parce que Arthur renverse complètement la donne en disant, mais oui, mais c'est la faute de votre informateur. Là, ça a mis une pagaille dans la famille Usher. Mm, mm. Après, si vous voulez pas nous dire le nom d'informateur, vous plaignez pas que le procès n'avance pas. Tout à Donc, il fait. essaye de faire peser ça dans la balance avec Dupin. Et je trouvais ça Il, intéressant. il est très malin, Pym aussi, hein, de toute façon. On le sait que les deux sont très malins, Pym et Dupin, mais que Ouais. Pym a l'air d'être un génie du juridique, quoi. Enfin, vraiment, il arrive Mm. à les sortir de toutes les situations.
Et Ouais. je sais pas si... Alors, du coup, moi, j'avoue, j'avais pas trop remarqué cette symétrie. Je me suis surtout dit que ce bureau, il me faisait beaucoup penser au bureau de l'ancien boss de Fortunato. Parce que c'est un peu Oh. les... Enfin, ouais, la scène... Alors, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Il y a vraiment cette confrontation entre lui qui a le pouvoir, finalement, le juge, le pouvoir de Mhm. décision, et les deux qui sont derrière. Et derrière lui, il y a aussi, il me semble, quelques formes contre le mur assez proches de lui. Donc voilà, ça m'a vraiment fait penser à un parallèle entre le boss de Fortunato et lui, mais peut-être dans le cadre de décisionnel, quoi, de ceux qui ont le Mhm. pouvoir, peut-être. Ouais, 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 bah, ça marcherait bien. Et ensuite, ben, on revient à cette nuit de novembre 2023 et Roderick essaye de faire enfin avouer à Dupin s'il y a un informateur ou pas, qui est-il? Et ben, Dupin finit par avouer qu'il n'y en avait pas. Alors, Et... est-ce que tu y crois, toi? Oh non, tu veux dire qu'il y a un retournement de... Oh merde! Moi, je suis pas sûre à 100% qu'il n'y ait pas d'informateur. C'est vrai? Ouais. Oh là J'arrive pas à être sûre à 100%. Enfin, je sais... Je... je sais pas. Je suis vraiment pas sûre. là. On n'en a pas fini de cette histoire. Moi, j'y crois plus parce que lassitude, Ouais. mais je serais agréablement surprise si jamais il y a un truc, genre un mystère à la Scooby-Doo. En mode, ah, mais en fait, c'était Edgar, le jardinier, depuis le départ, qui informait Dupin. À voir. À voir, mais je me dis que là, ouais, enfin, en soi, il a plus rien à perdre à avouer, et puis tout a l'air de se terminer la nuit, enfin cette nuit-là, donc Mm. ça m'aurait pas étonné s'il y avait effectivement pas d'informateur. Bon, Ouais. on verra si oui ou non c'est un joker dans la manche de Dupin. Mm. Ce qui est intéressant, c'est que Roderick, il réagit pas mal du tout. Il est très amusé, il est presque fier, hein, je trouve, dans sa posture. Et ce qui est intéressant, c'est que Dupin lui montre ses remords, tandis que Roderick, jusqu'à preuve du contraire, depuis le début de cette nuit, n'en a aucun. Et d'ailleurs, il profère des menaces, ou en tout cas, il dit, mais c'est votre faute. Mm. Si tous ces enfants sont morts, eh ben pas de bol. Dès que Roderick y ment, on sait ce qui arrive, à savoir un jumpscare. Ben oui, moment jumpscare. Je l'ai regardé 3 fois, ben j'ai sursauté à 3 fois. Ça me saoule. Laissez mon cœur tranquille, je ne veux pas de votre produit. Et oui, il y a une tâche. Alors, par contre, il est bien mené, hein. C'est comme Napoléon, hein. Je ne veux pas lui en vouloir, Flanagan, parce qu'il le fait bien. Il y a Ouais. une tache rouge qui, peu à peu, tache la chemise de Dupin. En plus, il a les yeux écarquillés. Oh, ah, quelle horreur. T'as un fond orange, hein, qui, peu à peu, envahit la pièce. T'as le bruit du cœur, là, ce chuintement de l'enfer, qui bat et puis qui accélère, accélère, accélère plus vite. Et là, Dupin lève la tête et lorsqu'il redescend, ben, boum, c'est Vic qui Mm, est face mm. à nous et qui hurle, qui me fait peur. Et ben, là encore, ça met à jour le mensonge de Roderick, hein. D'ailleurs, pour une fois, Roderick revient sur ses paroles et dit, mais je vous ôte d'un doute tout de suite, Dupin, c'est pas votre faute. Il n'y a Ouais. qu'un responsable dans cette histoire et en gros, ne vous encombrez pas avec de la fausse culpabilité. Tout à fait. Ouais, ouais. Alors, je trouve que même précédemment, il y a certains moments où il est revenu un peu sur ses paroles. Enfin, mais c'était plutôt de la maladresse, comme par exemple quand il a hurlé sur Dupin, alors qu'en fait il hurlait sur le cadavre qu'il y avait en Oui, face de lui. Mais c'est effectivement, vrai. là, c'est une des premières fois où il revient sur ce qu'il vient de dire, sur une de ses accusations, en disant ah ouais bon non, non. En fait non. Ça fait 5 fois que j'essaie de mentir, ça fait 5 fois qu'on ne me permet pas de le faire. C'est clair. Alors après, on arrive sur une scène que j'aime beaucoup. Ah bon? Mais parce qu'il y a qui dedans, Alénis? Je sais pas, je vous laisse deviner. On se retrouve dans le bureau de... c'est quoi son prénom déjà? Rufus. À Rufus, donc le boss de Fortunato en 1979, où Madeleine est venue pour essayer de vendre son algorithme pour informatiser les dossiers de l'entreprise pharmaceutique. Lui drague lourdement Madeleine qui ne se laisse pas faire et qui lui Hmm. dit que comme c'est une jolie fille intelligente et qui ne veut pas coucher avec lui,
ça devient une concurrente et donc il faut, lui, sa seule solution, c'est de l'humilier. C'est soit de coucher avec elle, de la draguer et de coucher avec elle, soit de l'humilier parce qu'elle refuse ses avances. J'adore le fait que il pense humilier Madeleine en touchant là où ça fait mal, comme il l'avait fait avec Roderick précédemment, mais qu'en réalité, il lui donne juste toutes les informations qu'elle recherche. C'est génial parce que elle, tu sens que quand ils parlent de leur mère à tous les deux, qui était la secrétaire, qui a eu une relation illégitime avec le patron, bref, tu sens que ça la heurte, mais elle reste impassible et elle a cette espèce de sourire que j'adore, tu sais, de oui, oui, vas-y, continue, n'hésite pas surtout. Et on retrouve ce chant contre chant en plongée contre plongée qu'on retrouve avec le boss et Roderick, qui souvent suppose que Roderick a l'air d'un petit garçon qui se fait un peu houspiller, ou du moins il y a vraiment un rapport de force très important. Et ici, on a plus un rapport de séduction où, comment dire, où le boss a l'impression de gagner sur Madeleine et elle fait un peu ses yeux de biche, mais en fait, on comprend qu'en fait, elle l'observe, elle joue avec lui, elle veut juste récupérer les informations dont elle a besoin. Et mais quel boss, je l'aime trop. Et d'ailleurs, on en est sûr juste après, quand elle est de retour dans l'appartement de Roderick et Annabelle Lee, où elle dit « Ah, je suis soulagée, j'ai cru qu'il allait être intelligent, mais non, tout va bien. » Bah, en plus, c'est marrant parce que dans le deuxième visionnage, au moment où Rufus lui fait tout son discours en disant Mais je sais qui vous êtes, la sœur de Roderick, au départ, elle se tient les mains. Et en fait, au moment où elle fait ça, elle referme les mains, mais façon piège, hein, tu sais, façon plante Oui. carnivore, qui referme ses mâchoires sur le petit moucheron. Et j'ai trouvé ce détail très signifiant, mine de rien, parce qu'au départ, on pense qu'elle perd l'ascendant, effectivement. Et en fait, non, c'est la scène d'après, on comprend que tout ça est joué. Et mis en scène, ouais, c'est ça. Ouais, et très chouette. Complètement. Je trouve ça génial, la façon dont ça se retourne, parce qu'en plus, le Rufus, il a tout un discours hyper misogyne de ces années-là, en lui disant, si vous voulez grimper plus vite les échelons, n'hésitez pas à coucher avec moi. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, vous, il n'y a aucun problème et tout. Enfin, il est très, très misogyne, il est très... Enfin, c'est le Oui, malaise, puis je trouve, il est très paternaliste aussi, hein. Alors complètement. ça va dans la misogynie, mais Ouais, c'est vrai qu'il lui parle comme à une enfant sur la fin, c'est en disant, clair. et retenez ça, Madeleine, c'est très important. Ouais, Les femmes grimpent les échelles sur leur dos ou à genoux. Donc, ouais. en gros, don't fuck with me, mais fuck me. Voilà, c'est ça. Clairement, monsieur. Et ben, je suis bien contente que ça se retourne contre lui vraiment et que Madeleine soit plus intelligente. Enfin, voilà, et ça montre encore une fois qu'elle est plus stratège que Roderick, quoi. Roderick, Oui, souvent, il se fait un peu écraser par le boss, par ses paroles, etc. Et Madeleine, elle est soulagée qu'il les sous-estime tous les deux. Je crois que c'est... ils ont une discussion dans leur appartement avec Annabelle Lee et Dupin également. oui, Et Dupin leur dit, mais c'est une très bonne chose, c'est une chance qu'il vous sous-estime tous les deux parce que ça veut dire qu'il va pas vous fermer des portes et il va continuer à vous écouter parce qu'il n'a pas d'estime pour vous. Et Roderick, tu sens qu'il est un peu, tu sais, sur sa chaise en mode, oh, il a pas d'estime pour moi, ça m'énerve. Alors que Madeleine, elle est très contente stratégiquement, ça ouais, la conforte dans ce qu'elle veut faire, quoi. ouais, complètement. Bah, en plus, Dupin, on comprend qu'il a connu la même façon d'être sous-estimé par ses patrons, donc probablement parce que racisme ordinaire de ces années-là. Mm, mm, Et du coup, ils sont mis en parallèle tous les trois parce que ils ont été sous-estimés par la plupart des personnes qu'ils ont eues face à eux. c'est clair. Et du coup, les informations importantes aussi qu'il recueille, c'est que les dossiers compromettants et les dossiers falsifiés, ils sont toujours dans l'entreprise, ils sont toujours en format papier, et donc il n'est pas impossible de mettre la main dessus. Et en fait, c'est ce que dit, comment dire, Rufus à Madeleine, sans lui dire très clairement, mais Mm. c'est le message qu'il fait passer. Et c'est marrant parce qu'on va avoir de plus en plus de corrélations entre comment fonctionne Roderick Usher et les choses qu'on lui a faites dans le passé. Par exemple, Oui. ici, ça peut nous faire penser aux usines Fortunato qui n'ont pas été démantelées Mm, mm.
comme l'usine qu'a utilisé Prospero dans le deuxième épisode pour faire sa fête. Voilà, il va y avoir plein de ficelles qui vont se nouer entre l'ancienne façon de faire, on va dire, de Fortunato et comment fait Roderick et comment font ses enfants. C'est un peu ce que fait Victorine aussi quand elle falsifie les papiers de Ali. Donc voilà, je trouve ça intéressant aussi qu'il y ait une forme de malédiction, non pas de la famille, mais de l'entreprise qui s'insinue dans la famille. Voilà. Mm. Ah, c'est vrai, t'as raison. Et ben ensuite, on embraye sur... Ah, ben, le trio infernal. Rodrigue, Madeleine et Arthur. Oui, Je les aime bien, eux. Arthur avance un petit peu sur son enquête, puisqu'il retrouve la photo de Verna dans le téléphone de Léo. Et elle avait donc un rat dans les mains et non pas un chat. tout à fait. Maintenant, on sait. Et autant Roderick l'ajout pragmatique, pour une fois. Enfin, pragmatique, mais dans le sens, non, non, cette femme n'existe pas, c'est quoi ces délires? Et Madeleine, oh, Madeleine, ça commence à me... Ouais, elle commence à bien me plaire aussi. Parce que plutôt que de dire, effectivement, mais oui, Verna est une barmaid surnaturelle qui nous poursuit depuis 40 ans, elle dit, bah oui, tu l'as sûrement sauté, ça doit être la gamine, et elle cherche la vengeance, hein. Voilà, Ouais, enfin, bien sûr. c'est chiant aussi. Donc, j'ai Alors, trouvé ça très chouette. ouais, moi je me suis posé la question, est-ce que elle est sincèrement pragmatique parce que c'est quelqu'un de pragmatique ou est-ce qu'elle a un discours pragmatique pour ne pas trop en dire devant Pym? Peut-être. Je sais pas, tu D'autant vois. qu'elle est allée vérifier avant ça si le bar existait ou n'existait pas. Donc peut-être qu'elle a déjà fait cette réflexion-là, Mm, mm. à voir. Ouais. Et bah, du coup, Arthur a pour mission de trouver notre Verna et d'en finir. Et Madeleine demande un tribut et pas n'importe lequel, les yeux de Verna. Tout à fait. Parce que voilà, une vraie sorcière de Blanche-Neige. C'est clair. Mais ça me plaît. Ah ouais, moi aussi ça me plaît, je peux pas dire le contraire. Vendu, hein. Et puis Euh, bah, ensuite, on... Oui. alors juste avant, j'ai noté en gras, mais j'ai pas pris le temps de revérifier dans l'épisode précédent. La photo prise par Léo de Verna, donc Hmm. évidemment, c'est pas la même que celle qu'on a vue dans l'épisode précédent, puisque Léo, il a l'impression d'avoir pris en photo un chat noir et non pas un rat. Ouais. Cela dit, il y a aussi d'autres choses qui changent, à mon avis, mais il faudrait vérifier. C'est qu'on voit le reflet de Léo dans Oui, dans une le porte miroir. avec Enfin, ouais, oui. dans le miroir, et on a des murs assez en piteux état tout autour. Et j'ai pas le souvenir Ah, que le refuge ait les mêmes murs, tu vois. ah bah Donc je oui, me c'est dis, possible. elle doit avoir un truc de vraiment créer un environnement, enfin, Hmm. créer des hallucinations, surtout dans l'esprit de Léo. Ah bah oui, oui, bien sûr. Donc voilà, je me suis posé la question et c'est un truc que j'irai peut-être vérifier après, Ouais. parce que peut-être que c'est un lieu important, du coup, celui qu'on voit sur la photo, vraiment, Ah oui. voilà, Oui, qui serait réutilisé par Verna pour tout à piéger fait. quelqu'un d'autre. Ouais. Possible. Voilà, c'est tout. To be continued. Je l'ai encore refait. Et donc, ouais, on embraye sur Verna et Vic. Donc, Vic est de plus en plus délirante. Enfin, vraiment, elle a les potards à fond. Ouais, Le bruit de chuintement, le bruit de pompe, hein, revient et amplifie. Et alors, ce qui est génial, c'est que parallèlement à ça, tu as donc Verna qui est la joue patiente avec sa petite voix chevrotante et mal à l'aise. Et de temps à autre, elle reprend sa vraie voix. Et en fait, on sent que enfin, l'hallucination prend part et que Verna reprend son vrai rôle. tout à fait. Et à ce moment-là, il y a même l'orange, enfin, la couleur orange qui prend le dessus sur Vic comme sur le décor. Et Verna reproche hein, à Vic donc son manque d'empathie. Elle dit qu'elle est tellement déconnectée du côté humain elle se rend plus compte de ce qui se trouve face à elle. Mm, mm. Elle est menaçante comme tout et j'adore. Ouais, Et oui, en fait, elle là, ouais, alterne, elle rend folle Vic, elle prend les deux côtés. Elle aussi, du coup, devient double, puisque elle la joue victime et bourreau à la fois. complètement. Et
elle finit par revenir à la normale et dire, bon, ben, dès que j'aurai des nouvelles d'Ali, qui est censé l'opérer, j'accepterai cette opération. Ce qui bouleverse encore une fois Vic, puisque bon, elle n'a pas de nouvelles à ce jour d'Ali. Et elle a complètement destroy son bureau comme Napoléon. Oui, oui, c'est vrai. C'est raccord, c'est bien. Et puis elle est dans un déni abyssal parce que elle réessaye d'appeler sa compagne. Et à la fin, enfin, elle prend pareil une petite voix toute plaintive, toute géniarde, etc. À la fin de son message, elle commence par dire I love, sous-entendu I love you. Ouais, Et elle se reprend tout de suite et elle dit je te donnerai tout ce dont tu auras besoin. ouais. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que à ce moment-là, le bruit de chuintement revient, ce qui prouve qu'elle, un peu à la façon de Roderick aussi, hein, dès qu'elle ment ou à soi-même ou aux autres, elle se fait harceler par ses hallucinations. Tout à fait. Et puis dès qu'elle plonge dans ce côté inhumain ou qu'elle pense à Ali, tout de suite, il y a ce son qui ressort. Mais oui. Donc tu sens qu'elle est vraiment en train de passer l'arme à gauche niveau santé mentale, quoi, et que ça va pas vraiment s'améliorant, on va dire. Ça va pas trop, non. Faut prendre du Ligodon, enfin. Et d'ailleurs, c'est marrant que une des enfants ait un peu les mêmes, comment dire, des éléments qui ressemblent à la démence du père. Je trouvais ça Oui, intéressant que... Bon, on va le voir un peu après. dans la scène finale, on est Ouais. d'accord. On est d'accord. Entre-temps, eh ben, retour avec Lénore et Fred, qui a un discours très, très conditionnant à sa fille sur la famille, Mm. en disant que elle ne peut se fier à personne. Et alors, c'est marrant parce qu'il a un double discours tout du long. Il dit, tu ne peux faire confiance à personne. Tu vois ta mère, par exemple. Ouais, oh là là. Oh, quelle Il est horreur. tellement gênant, quoi, Il est vraiment. horrible. C'est Ouais. dommage que ce soit lui qui meurt a priori le dernier parce que vraiment, moi, je m'en débarrasserais bien là. Attends. Camille, reviens! Bon, j'arrête. Ouais. Euh, et Lénore, elle essaye de désamorcer un peu en disant non, mais moi, je suis très contente que maman revienne. Et c'est marrant parce que la fin, déjà, Frédéric, bon, il file un mauvais coton, soyons clairs. Mais sa dernière réplique, c'est We almost got her, qui est vraiment, mais à double sens complet. Sous-entendu, on va bientôt récupérer ta mère. Mm. Et sous-entendu, bah, got her, on va bientôt la piéger, quoi. Enfin, on va Ouais. bientôt l'avoir sous notre emprise. Mm, mm. Et bon, frisson de dégoût. C'est clair. Ouais, ouais. Tout à fait. De toute façon, ils pètent tous des câbles. À la fin de cet épisode, c'est commun, quoi. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ils sont tous à bout de nerfs complets et ouais, c'est terrible. Et d'ailleurs, juste après, on se retrouve dans l'appartement de Tamerlan et Bill. Mm. Tamerlan est en train de travailler sur son ordinateur, sur son canapé, lorsqu'elle entend son garde du corps bavarder avec une femme qu'on entreaperçoit très légèrement et qui ressemble évidemment à Candy, Mhm. puisqu'elle a l'air de faire un peu une obsession sur elle. Mais on comprend qu'en fait, elle a peut-être rêvé ce moment, puisque elle se réveille tout d'un coup sur son lit avec son ordinateur devant elle, et son mari Bill qui lui dit «Mais tu m'écoutais pas du tout, t'es en train de t'endormir alors qu'on est en train de discuter.» Et bien sûr, elle est dans le déni, donc elle dit «Mais non, tout va bien.» Son mari lui demande de s'arrêter, de faire une pause et de repousser le lancement du truc de Scarabée d'or, le truc de fitness étrange. Mhm. Euh, ils se disputent tous les deux. Elle est très orgueilleuse, elle aussi. Ouais. Elle lui explique que vraiment tout le business et toute l'entreprise est à elle et sa propre création. Et que lui, c'est un outil finalement, c'est un objet qu'elle utilise à ses fins, quoi. Et qu'ils ne sont pas du tout sur un plan d'égalité. Et elle va même lui balancer que c'est stratégiquement qu'elle s'est mise avec lui et qu'elle l'a mise à la tête. Enfin, comme pas vraiment porte-parole, mais elle le dit. C'est une égérie, quoi. Voilà, C'est comme c'est la égérie de la figure marque. du produit du scarabée d'or, mais il n'est qu'une affiche en Tout soi. à fait. Et elle va vraiment lui balancer pas mal de saloperies. Lui comprend que elle est épuisée et qu'elle sait plus trop ni ce qu'elle dit ni ce qu'elle fait. Et il s'inquiète un peu pour sa santé, mais évidemment, elle va être d'une méchanceté absolue avec lui. Mm. Et à la fin, elle va finir de péter un câble, on va dire, euh, car elle pense que son mari a couché avec Candy en secret plusieurs fois. Donc Candy, c'est Verna qui s'est déguisée en escort girl pour jouer Tamerlan qui a des relations avec son mari. Enfin voilà,
Là, il faut peut-être avoir écouté les épisodes précédents pour suivre le délire. Et elle lui dit que le garde du corps l'a aperçu en train de marcher au parc avec Candy, alors qu'en fait, c'était avec elle. Mm. Et alors, il y a une chose que moi, j'ai pas compris, et peut-être que t'as mieux compris que moi, Léa. Guère sûr, mais soyons fous. Elle lui dit... attends, je relis juste ma note rapidement. Son mari, à un moment, lui dit que le truc des escortes, donc des hawkers, Mm. c'était son truc à elle. Alors, Mhm. j'arrive pas à savoir si c'était son truc à elle de pratiquer ce truc, de cette expérience un peu sexuelle, enfin, je sais pas trop comment le Ouais. dire, ou si c'était elle qui jouait l'escorte. Euh, Alors, ouais, je me suis posé la question aussi parce qu'il dit ça a toujours été toi. Et c'est vrai que tu peux Exactement. le lire de deux sens différents. Après, autant s'il y avait eu Candy, pardon, je me serais dit, ouais, en fait, elle a une dissociation de la personnalité, Tamerlan, depuis le début, c'est elle. Avant Candy, il y en avait une autre. Et Oui, Fred évoque les hookers au début de mm, l'épisode. c'est Donc, vrai. je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est que ça a toujours été son idée Son et qu'en délire, ouais. plus de ça, il la trompe pas parce que, enfin, selon lui, bah, c'est elle. En fait, elle demande à des femmes d'incarner Ah, oui. elles-mêmes. Donc, en fait, non, enfin, c'est techniquement, il s'envoie en l'air, ouais, avec elle. Enfin, c'est Ouais. c'est bizarrement fait, Mais mais comme elle l'oublie au fur et à mesure, elle a des trous de mémoire, elle se souvient pas que c'est elle qui a demandé à ce que oui, Candy revienne ou que une autre escorte. Ok, je vois. oui. Et qu'il s'envoie pas en l'air avec d'autres femmes, c'est toujours selon son rituel à elle. Et c'est toujours, ouais, c'est un simulacre de relation de couple, de leur Ok, relation. ok, ok. C'est comme ça que je le comprends, hein, à voir. En tout cas, elle est vraiment, cette dispute, bah, elle est vraiment terrible, ta Merlane, quoi. Elle est d'un Ouais. égoïsme abyssal. Et là, tu comprends aussi qu'elle commence à bien péter les plombs aussi. Enfin, Mm, elle se mm. souvient plus de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle voit. On sait Oui. pas trop si ce qu'elle voit, justement, c'est des illusions, des rêves ou si c'est la réalité, donc c'est un peu compliqué. Mm. Et Bill part et elle a un léger... comme si elle allait lui demander d'attendre, mais l'orgueil fait qu'elle se tait et qu'elle dit rien de plus. Ouais. Donc on la reverra au prochain épisode. On arrive, Tammy, on arrive. C'est ça. Et Ouais. d'ailleurs, la folie de Tamerlan, elle entre en, comment dire, elle est liée un petit peu à la folie de son père, puisque Oui. Roderick se met à parler à un mur dans un sous-sol que j'ai pas identifié personnellement. Mm. Il y a l'air d'avoir de temps en temps des bruits de clochettes qu'il a l'air d'entendre derrière ce Ouais, mur aussi. ouais, ouais. Et Ah, a priori, il y a quelqu'un dedans, hein. voilà, on est d'accord. A Bon. priori, ils auraient bien emmuré quelqu'un. Alors, est-ce que c'est un cadavre, quelqu'un de mort depuis les années 80? Enfin, cette histoire d'années Mm. 80, on sait pas, on sait toujours pas ce qu'ils ont fait. Ou quelqu'un de gardé vivant, ça je sais pas. Mm, mm. Mais en tout cas, Roderick émet l'hypothèse qu'il y a une possibilité d'arrêter ce cycle de mort autour de sa Ouais, famille. c'est intéressant ça. Et il pense que cette rupture de cycle ne pourrait se faire qu'avec sa mort. Ouais, Donc on se doute que le contrat qu'ils ont signé entre guillemets avec Verna implique quelque chose comme ça. Et donc il y a une séquence, enfin toujours dans cette même scène, hein, où il pense à se suicider. Donc au départ, il se demande s'il se tuerait avec le ligodone, mais bon, ça fait mauvaise presse. c'est vraiment ce qu'il dit, ouais, tout Le à fait. businessman. Ensuite, se trancher au keppesh, enfin bref, un sabre égyptien. Mais bon, c'est pas assez tranchant, ça lui va pas. Se défenestrer, pourquoi pas, mais il aurait le temps de repenser à sa vie et ça l'embête. Mm, Et au final, échec, hein, il renonce parce que il est, selon on sait dire, trop lâche. ouais, Et que oui, il aurait dû empêcher ces morts successives, mais par sa lâcheté, il a cédé, on va tout dire. à fait. Et d'ailleurs, on a un plan qui ressemble à celui de Vic au début où il jette Ouais, justement ce truc tranchant, pardon, j'ai pas du tout le mot, contre la vitre, mais on a ouais, un noir avant qu'il y ait quoi que ce soit. Et ouais, à mon ouais, tout avis, à il peut fait. pas péter une fenêtre avec un truc comme ça, vraiment, c'est un Non. mec riche dans un immeuble de riche. Bon, voilà.
Plus un pour l'effort. Et on arrive à la dernière séquence. Ouh. J'aime beaucoup parce que alors là, Vic, c'est la transformation totale. Ouais. La performance, mais cœur sur elle, parce elle a le dos courbé, elle a des tics, elle a des yeux qui vrillent. Elle m'a fait un peu penser à Gollum parfois. Le côté un Complètement. peu mon précieux, toute recroquevillée sur elle-même, ça m'a beaucoup plu. Elle semble complètement ailleurs, complètement fébrile. D'ailleurs, il y a une musique très forte qui retentit dans son appartement. Donc là, on est sur Jekyll et Hyde, enfin, sauf que Hyde a bien gagné, hein, puisqu'elle C'est a clair. vraiment le visage grimaçant. Et ben, on a Roderick qui arrive dans cet environnement sain et qui essaye de s'excuser, mine de rien. Ouais. Pas trop mal. Trop tard, mais pas trop Alors mal. vraiment, il est un peu ambivalent parce qu'à la fois il essaye de s'excuser, de lui dire qu'il est fier d'elle, et à la fois il lui dit vraiment ton projet c'est très 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 important pour moi. Genre là maintenant. Ouais, c'est ça. Oui, oui, puis quand il s'excuse, il compare la famille à une bande de lions déchaînés, donc Ouais, il a pas encore les codes, mais c'est il un bon essaye. premier pas quoi. C'est. Voilà, on essaye. Et en fait, la conversation entre les deux tourne très court et c'est con parce que c'est le moment où tu peux te dire, ah, enfin un aveu de la part des deux, possible rapprochement. Mais le bruit revient, enfin le Ouais. chuintement retourne, qui montre un peu que la démence familiale est de famille, hein, justement. Et donc on a un discours complètement avorté parce que donc Roderick lui dit, mais baisse la musique, on s'entend pas. Vic lui dit, bah oui, mais j'entends le bruit. Et elle lui demande si lui aussi constate le bruit. Et oui, Et oui, c'est le premier à vraiment entendre ce bruit en même temps que Vic. ouais. Et en fait, Vic voit Al passer au fond de la pièce, enfin au second plan. Elle arrive devant la porte d'entrée et la flashback. Elle lance le bibelot qui rebondit sur le crâne de sa compagne Oui. qui tombe et fait des bruits Ah horribles. oui, c'est. Ah, et puis même, vraiment, ils ont réussi à trouver. En fait, c'est à la fois spectaculaire et à la fois relativement subtil avec des gros guillemets, mais Mm. elle a juste les yeux qui se révulsent et du Ouais. sang, mais il y a rien d'autre, mais rien que ça, et les bruits qu'elle fait, c'est terrifiant, quoi. Ah, c'est horrible. Ah ouais, c'est dur. Et c'est marrant parce que Vic réagit d'abord terrifiée parce qu'elle a fait, ensuite froide parce Mm. qu'elle commence à appeler les urgences, elle se dit, voilà, attendez, je vais avoir des ennuis. Et ensuite, elle déverse même sa colère sur Ali en disant, mais c'est toi. Et alors, c'est marrant parce que c'est une enfant, en fait. Parce que ce qu'elle lui dit, un texto, c'est t'as dit que t'allais le dire. Tu Ouais, comprends, Ali, il fallait pas le dire. Donc, ouais. c'est une enfant. Mais une enfant, bah, j'allais dire cruelle et terrible. En fait, si c'est une enfant tout Ouais, court. c'est ça, hein. Pardon. Et... non, mais j'allais dire, elle est terrifiante. Bah oui, logique. Pardon. Enfin, presque. Et donc, les hallucinations se reproduisent un peu parce que tu as le scalpel qui apparaît dans la main, qui disparaît. Et en fait, elle se rappelle de tout ça, tandis que Roderick se rapproche de cette porte. Mm. Et donc, il y a une tension qui monte, qui monte, qui monte jusqu'à ce qu'il ouvre la porte. Et Al est éventrée sur le bureau, posée comme une poupée Ouais. dépareillée avec cette machine. Donc, ce machin au nom certes sympathique, mais à l'utilisation bien moins sympathique, Oui, qui pompe un cœur vide, ouais. d'où le chuintement. Ah, c'est terrifiant. Ouais, ouais. Ne mangez pas devant cet épisode. Et ouais, il y a l'orange qui commence à tout teinter dans la pièce. T'as Vic qui arrive dans la pièce et qui est vrillé, en fait, qui Mm. discute avec Al alors que Al n'est plus de ce monde. Ouais. Et c'est marrant parce que au moment où elle a cette réalisation de se dire ah mais ah, mais en fait je l'ai buté. Et ben en fait c'est plus du tout Vic, mais c'est Verna qui prend le contrôle Oui. de Parce la. je sais pas toi, mais moi je me demandais un peu où est-ce qu'elle. Enfin, on la Bah voit oui. quand elle joue la patiente, Mm, mais en mm. règle générale, on la voit un peu à la fin de l'épisode, et là, on se Et ouais. demandait où elle était, quoi. C'est ça. Et en fait, elle est à l'intérieur de Vic, Mm. puisqu'elle reproche à Roderick de ne pas avoir eu le courage de se suicider.
et de dire que du coup, bah oui, ça aurait résolu tout. Et elle dit, enfin, résolu tout, non, parce qu'en fait, tout le travail, c'est la seule chose qui compte. Mm. Et elle se plante le scalpel dans le cœur, qui était froid et mort, de base, mais là, qui est vraiment froid et mort. Et puis, donc, l'épisode se termine avec ce bruit chuintant qui revient Tout à encore, fait. encore et deux. Tout à fait, tout à fait. Et en plus, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que on sent vraiment le basculement de Victorine du côté obscur et que même lorsque elle retrouve sa femme par terre et agonisante, c'est vraiment c'est déjà la fin, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'appelle pas les urgences. Elle a aussi une autre chance de la sauver ou du moins de lui venir en aide quand le garde arrive à la porte et Oui, qu'elle fait comme si de rien n'était alors qu'elle est encore vivante. Alors certes, elle n'est pas dans un bon état, mais elle pourrait à ce moment-là dire aidez-moi à appeler quelqu'un et elle le fait pas. ouais, Donc vraiment, elle sombre totalement du côté obscur et j'ai trouvé ça plutôt chouette. Et j'ai trouvé ça très chouette que un de ses enfants ait vraiment toutes les comment dire, le défaut de Roderick, mais à l'extrême, quoi. Et puis ouais. cette volonté de lui plaire à tout prix Mm. jusqu'à arriver justement à ce côté hyper obscur où à la fin elle lui dit ah t'inquiète pas papa je vais tout arranger enfin péter les boulons quoi c'est Ouais, vraiment et elle a pété les boulons en partie à cause de lui parce que c'est pour lui plaire que elle va à chaque fois jusqu'au bout de ces trucs-là. ouais, complètement. Même au moment où il essaye de discuter avec elle et qu'elle est ailleurs, à un moment, elle dit non, non, t'as raison, tu disais que ton travail est très important, que mon travail est très important pour toi, mais en gros, j'ai voulu toujours te plaire, Ouais, ta reconnaissance m'est très importante. Enfin, je crois, et elle repart en vrille. Et ouais, complètement. tu sens la gamine qui a essayé de tout faire pour faire plaisir à papa, sauf que Ouais, ça marche pas. c'est ça. C'est ça, Et c'est ouais, ça. franchement, sacrée performance d'actrice. Ouais, franchement, c'est... Et puis c'est fou d'avoir senti à quel point elle est terrifiante dès les épisodes précédents. Tu Ouais, sais, on s'était déjà dit, punaise, c'est vraiment le personnage que je trouve, que je sens le moins, qui a l'air hyper méprisant vis-à-vis des autres, qui a l'air le moins humain, etc. Et bah, c'est vraiment... c'est cool de voir tout ce basculement dans cet épisode-là. J'ai trouvé ça très chouette. ouais, complètement. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cet épisode, Léa? Moi, j'ai trouvé ça assez chouette parce que ça m'intéressait de connaître le destin de Victorine et j'ai pas été déçue là-dessus. Avec, pareil, le dernier quart d'épisode, il y a une tension qui monte et qui est très, très sympa. En plus, on voit que tous les enfants commencent un peu à peu à vriller, donc c'est assez réaliste avec leur environnement dangereux. Mm, mm. Ce que je disais ouais, au départ, c'est que j'étais un peu déçue que la résolution soit en tout cas si évidente pour moi, parce que, il avait moyen de traiter ça autrement. Mais bonne impression sur l'ensemble, hein, cela dit. C'est un des très bons épisodes, à mon sens. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ça m'a bien plu aussi. Ouais, ouais, t'en as pensé Euh, quoi, de manière Ouais, ouais, générale? alors j'ai vraiment bien aimé. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression que là, on arrive au cinquième. Donc il nous reste 3 épisodes. Mm. Moi, que 3 épisodes d'à peu près 1 heure, ça devrait le faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a des indices qu'on nous a pas encore donnés que j'aurais peut-être aimé avoir déjà au préalable, tu vois. Mais bon, en même temps, c'est normal que ça se fasse petit à petit, j'entends. Mais ce truc du mur, ce truc du meurtre pendant le Nouvel An, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que c'est, enfin voilà, ce que c'est, Ouais, quoi. ouais, ouais, je comprends. Bah, d'autant Donc, qu'il apparaissait, c'est une des premières images dans l'épisode 1. Donc, ouais, il nous est déjà teasé depuis quelque temps. c'est clair. Donc voilà, non, j'ai juste hâte de voir la suite. Surtout que l'épisode suivant, c'est donc le Scarabée d'or, ça va être sur Tamerlan. Et là, j'aime bien la façon dont elle commence déjà à péter les plombs. J'ai hâte qu'on la suive d'un peu plus près, quoi. Donc, c'est vrai que plus ça va, moins il y a d'enfants aussi. Donc, plus on va avoir accès et aux flashbacks et aux enfants qui restent, quoi. Donc, Oui, c'est vrai que ça aide pour la construction de personnages. Là, Tamerlan, on a quand même une belle représentation de quelle ouais. garce elle est. Donc, ça, c'est intéressant parce que moi, je m'attache quand même à ces personnages-là, même si je leur reproche tout un tas de choses. Mm, mm.
notamment sur leur comportement. Mais oui, au moins, t'as le temps de visualiser de quoi est capable ton personnage et qu'est-ce qui va la faire tomber. Ouais. Ok, eh ben impeccable. Rien à ajouter? Je sais pas. Manger des marrons, je sais pas. Regarder des films sous la couette. Commentez cet épisode, bien sûr. Bien sûr. Si, si. Oui, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un petit message, à nous laisser des petites étoiles sur vos plateformes d'écoute. Et puis, si vous avez vos propres interprétations et vos propres hypothèses, n'hésitez pas à nous les confier. Sachant que nous n'avons pas encore vu la fin, donc par contre, n'allez pas nous spoiler, sinon c'est pas très sympa. Grave. Mais voilà, pour tout le reste, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, on vous fait des gros bisous. Oui. Et si tout se passe bien, on vous dit à dimanche prochain. Exactement. Salut! Bisous à tous. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.